discutant entre nous pour préparer cette table ronde, on se dit, on a décidé de prendre ce terme des luttes de manière la plus large possible, c'est-à-dire qu'on aimerait à la fois parler des luttes, évidemment, qui sont représentées par ce cinéma, mais aussi de prendre le cinéma africain lui-même comme l'expression d'une lutte dans son histoire, dans son présent. Et dans ce sens, on veut élargir ce terme et faire des allers-retours entre l'histoire de ce cinéma. Parmi vous, bien sûr, plusieurs d'entre vous connaissent déjà un petit peu cette histoire, mais on aura l'occasion de l'explorer aussi sous des angles particulièrement intéressants, notamment le lien entre l'histoire du cinéma africain et ses connexions, disons, révolutionnaires avec le bloc soviétique. Et ramener cette histoire et la connecter avec le présent à nouveau, le présent du quotidien des réalisateurs, de leur travail, de leurs difficultés aussi pour affirmer un regard différent sur l'Afrique d'aujourd'hui, et bien sûr toute une variété de luttes qui sont en cours en Afrique aujourd'hui et que ce cinéma, notamment le cinéma qu'on présente dans cette édition d'Afrique Vision, essaye de raconter et de présenter sous une perspective nouvelle. Je vais donc lancer la discussion avec un premier tour de questions. On s'est dit qu'on va essayer de garder la discussion de manière un petit peu plus contrôlée parmi les invités pour la première grosse moitié de la table ronde, et puis on ouvrira à des questions du public. Je vais donc vous présenter d'abord les invités d'aujourd'hui, pour ensuite lancer la discussion. Donc, à ma droite, j'ai Anouchka Andrade, présidente de l'association Les Amis de Sarah et Mario. Anouchka, elle a travaillé dans les mondes du cinéma africain pendant une quarantaine d'années avec plusieurs casquettes, notamment celle de directrice du Festival international du film d'Amiens. Et bien sûr, elle est la fille de la cinéaste guadeloupéenne Sarah Maldoror et du poète militant révolutionnaire Mario de Andrade. Et elle consacre une partie importante de son activité justement à la fois promouvoir et préserver la mémoire du travail de ses parents. À ma gauche, Gabrielle Tchementowski, historienne, chargée de recherche au CNRS, directrice adjointe du Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Et elle travaille sur le cinéma soviétique et sur le cinéma africain depuis plusieurs années, et tout particulièrement sur l'histoire des mobilités étudiantes dans les écoles de cinéma au XXe siècle, et notamment sur l'expérience des étudiants africains dans les écoles de cinéma de l'Union soviétique. Tierno Suleiman Diallo, ici à ma droite, cinéaste, producteur et scénariste. Il est le réalisateur du film que nous verrons ce soir, donc je vous invite bien sûr à être ici à 20h30 pour la projection au cimetière de la pellicule. Il est ancien élève de l'Institut supérieur des arts de Guinée et de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et il a fait déjà plusieurs films, évidemment, parmi lesquels on va souligner Voyage vers l'espoir, réalisé en 2013, Matricule 60076, réalisé aussi en 2013, et A Man for My Family, réalisé en 2015. Si j'ai oublié d'autres que je vais souligner, je me le dirai. Et finalement, Tierno Ibrahim Adia, chercheur en art et critique de cinéma, rédacteur en chef de la revue en ligne Afrique Ciné. Tierno est historien et théoricien du cinéma comparé, grand expert du cinéma africain, auteur de plusieurs articles et conférences sur ce thème. Au-delà d'être une des figures principales du comité de sélection de ce festival, Tierno travaille aujourd'hui en tant que directeur artistique, ou dans l'équipe, disons, de direction artistique du festival de court-métrage francophone de Boulogne-Bénin. Allez, donc, ça c'est fait. Je voudrais donc lancer notre discussion par une première question à Anouchka, en reprenant justement l'héritage de votre de ta mère, qui est, comme on le sait, la plupart d'entre nous le savent, Sarah Maldoror, une figure clé de l'histoire du cinéma africain, notamment au féminin, et une figure clé, disons, de cette époque du cinéma africain post-indépendance, qui a à la fois lutté pour créer un espace
un espace pour un discours et une représentation africaine de l'Afrique, et qui en même temps a contribué à représenter des luttes historiques très très importantes. Donc j'aimerais que tu nous présentes un petit peu à la fois ce parcours à travers la biographie en quelque sorte de l'expérience de ta mère et le travail que tu conduis aujourd'hui pour préserver cette mémoire. Merci. Rapidement, pour parler de sa biographie, ma mère est née en 1929 dans le Gers, mais elle s'est construite à Paris en arrivant dans les années 50 avec une idée qui était celle du théâtre. Elle avait rêvé comme ça de faire du théâtre. Et donc quand elle arrive à Paris, elle va rencontrer des personnes noires aussi, donc qui vont lui ressembler, notamment en fréquentant énormément la librairie et maison d'édition aux présences africaines. Et au contact de ces auteurs, de ces poètes, elle va consolider son identité, parce qu'encore une fois, elle arrive seule et orpheline du sud de la France, d'un père guadeloupéen et d'une mère gersoise. Et elle va participer au premier congrès des écrivains et artistes noirs. Elle a lieu en septembre 1956 à la Sorbonne. Mais également, donc, avec son idée de faire du théâtre, elle va s'inscrire dans une école de théâtre. Et là, on va lui proposer que des rôles de servante, de soubrette. Et elle va dire, mais je ne comprends pas pourquoi je n'aurais pas le droit, moi non plus, d'interpréter les grandes tragédiennes grecques. Je ne suis pas là seulement pour ouvrir ou fermer les portes. Et donc, elle va, grâce aux autres, à des camarades qu'elle va rencontrer à Présence africaine, elle va créer la première compagnie de théâtre noir à Paris, en 1956, qui s'appelle Les Griots, donc celui qui raconte, avec Timothy Bassori, Samba Babakran et Toto Bicinte. Ensemble, ils vont pouvoir diffuser des auteurs qui n'étaient pas reconnus, qui étaient peu joués, et également avoir accès à des rôles qui jusque-là leur étaient refusés. Et puis, la vie faisant, elle rencontre mon père, Mario de Andrade, qui était donc déjà un homme politique et un poète angolais, et ensemble, ils vont partir à Conakry. Et là, elle se dit, mais continuer à faire du théâtre, déjà à Paris, c'était compliqué, parce qu'avec la troupe, ils faisaient des lectures, ils allaient jouer un petit peu dans les clubs, dans les salles des universités, mais ils avaient réussi quand même à monter une pièce qui était importante à l'époque, qui est Les Nègres de Jean Genet. Sarah était la première à monter cette pièce, donc elle était allée voir Jean Genet pour lui demander les droits. Et puis, elle a demandé ensuite à Roger Blin de participer à la mise en scène parce que c'était un projet très très ambitieux et ils ont eu la possibilité de présenter leur pièce au théâtre de Lutèce. Mais Sarah va quitter la troupe donc, pour partir en Guinée et là, continuer le théâtre toute seule, c'est vraiment compliqué, mais elle garde toujours cette idée de pouvoir raconter des histoires, de pouvoir parler de ces auteurs noirs. Et donc, elle se dit le meilleur moyen pour continuer à raconter ce que je veux dire de notre histoire africaine aux Africains, le meilleur moyen, c'est de faire du cinéma. Donc son désir de cinéma est un choix qui vient d'un contexte politique et le contexte d'une époque où elle se dit que c'est vraiment un choix qui vient d'une nécessité. Son choix de cinéma n'est pas un choix artistique. Le premier, vraiment, c'était le théâtre. Et donc, là, elle se demande où étudier le cinéma. Comme elle est en admiration devant Eisenstein, elle décide de partir à Moscou. Elle a la chance d'obtenir une bourse et elle fait partie de ces premiers Africains qui sont invités à Moscou pour étudier le cinéma. Ce qu'elle va faire, et pendant qu'elle fera ses 2 années et demie d'études, elle rencontrera Hassan Ben Ousmane, le grand cinéaste sénégalais, qui va donc lui également étudier le cinéma à Moscou. Donc ça, c'était la première
dynamique. Ensuite, puisque mon père est pris dans son activité politique très intense, hein, il est le fondateur et le premier président du MPLA, donc le Mouvement pour la libération de l'Angola. La famille s'installe d'abord à Rabat, puis à Alger. Vous savez, Alger, dans les années 60, c'était, comme le disait Cabral, la Mecque des révolutionnaires. Donc, tout le monde vit à Alger, et c'est là qu'elle va réaliser son premier film, Mon Ngambé, en 1968, qui est l'adaptation d'une nouvelle de Luandino Vieira, écrivain angolais qui était en prison à Tarrafal. Et elle va donc, dans ce film, parler de l'incompréhension entre le colonisateur et le colonisé. C'est toute l'histoire d'un jeu de mots, le complet, qui est mal compris. Et lui, il est pris sous la torture et ne va pas donc dénoncer ses camarades. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa manière de filmer, elle ne va pas filmer la torture, on ne va pas voir une seule goutte de sang, elle va se focaliser sur le corps de cet homme et sur comment il va ressentir la torture. Et c'est quelque chose de très intéressant, cette manière qu'elle a d'investir le corps comme ressenti, comme aussi moyen de transmettre non seulement une émotion, mais cette oppression coloniale qui est rentrée très profondément en nous. Ensuite, grâce à ce film, elle va avoir un certain succès, elle va remporter des prix dans les festivals, et donc ça va l'encourager à faire d'autres films, et elle va faire surtout 3 films sur les luttes de libération en Afrique. Donc, Mon Ngambé, en 68, Des fusils pour Banta, en 1970-71, qu'elle va tourner dans les maquis en Guinée-Bissau, puis Sambizanga, qu'elle va tourner au Congo, mais qui parle de la lutte de libération du peuple angolais. Et ces 3 films vont, alors surtout Sambizanga, qui est un film de long métrage, une fiction, va avoir un retentissement international et vont placer Sarah, vont la faire découvrir sur la scène internationale, parce que vraiment le film a fait beaucoup de festivals, mais ils vont lui coller une étiquette de cinéaste militante. Et moi, j'essaye de me battre contre cette idée. Je ne voudrais pas qu'on retienne de ma mère que la femme cinéaste militante, parce que c'est aussi la réduire et de l'enfermer dans une certaine notion de cinéma. Si elle a fait ces 3 films, c'est qu'il y avait encore une fois cette nécessité et cette urgence politique. Il fallait dénoncer ces guerres. Et elle, quand elle en parle, je retrouve dans les interviews qu'elle donnait à l'époque, elle disait, mais dans les années 70, on ne parlait que de la guerre au Vietnam. Personne ne s'intéressait aux luttes de libération africaines. Donc, elle s'est sentie responsable et elle a dit, je vais le faire. Et c'est donc dans cette dynamique qu'elle a fait ces 3 films. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Sarah a réalisé plus de 40 films, courts-métrages, longs-métrages, moyens-métrages, documentaires, fiction, parfois des films expérimentaux, donc on ne peut pas classer ni vraiment fiction ni vraiment documentaire. Elle était très très intéressée à tout ce qui faisait le monde autour d'elle, et elle a non seulement réalisé à peu près 45 films, mais elle en a écrit 46 autres. C'est-à-dire que c'est toute une vie consacrée au cinéma, à l'écriture, et justement de savoir qu'il y a autant de films qu'elle n'a pas pu produire montre que toutes les difficultés, tous les obstacles qu'elle a dû traverser, parce que, évidemment, elle était femme, noire, elle s'intéressait à des sujets qui n'intéressaient pas. On lui disait à la télévision, mais non, madame, ça ne nous intéresse pas, ou ce n'est pas pour nous. Enfin, elle a eu beaucoup d'obstacles à surmonter, mais elle est restée toujours très optimiste. Et vraiment, elle n'a pas été abattue, et toute son énergie
ça a été comment se relever et comment continuer à poursuivre et à faire du cinéma. Peu importe si aujourd'hui on ne me donne pas les moyens pour faire le long métrage que je veux, je vais faire ce court métrage, là au moins je vais pouvoir dire quelque chose. Elle a accepté aussi de faire des fictions pour la télévision parce que c'est un média important, des fictions qui sont passées en première partie de soirée. Elle en a même une qui a fait mieux à l'époque que Dallas, qui était présentée sur TF1. Elle, son film était sur Antenne 2 à l'époque. Donc, c'était aussi important de le mentionner. Et alors, elle a fait également beaucoup de portraits de poètes, comme Césaire, Senghor, mais aussi Léon Gontran-Damas, l'autre fondateur du mouvement de la négritude, un grand poète guyanais que l'on connaît moins. Elle a aussi fait un film sur Louis Aragon, là, que je vous invite à voir, qui est un film vraiment la représentation de ce qu'est le surréalisme. Tous les deux ensemble, c'est vraiment un objet très très particulier. Et puis beaucoup de portraits aussi d'artistes, de peintres, parce qu'elle aimait énormément la peinture. Alors, comme je ne vais pas trop monopoliser la parole, je voudrais juste faire une petite citation, dire une phrase de Sarah qui dit je m'intéresse essentiellement aux femmes en lutte. Ce sont elles que je veux montrer dans mes films et non les autres. Je donne un maximum de travail aux femmes sur le tournage de mes films. Il faut soutenir les femmes qui souhaitent travailler dans le cinéma jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes trop peu nombreuses, mais si nous apportons notre soutien aux femmes présentes, alors notre nombre grandira. C'est ainsi qu'agissent les hommes, nous le savons. Les femmes peuvent exercer dans tous les domaines, y compris au cinéma. Il faut néanmoins qu'en elles ce désir puisse naître. Les hommes ne sont pas prêts à les y aider. Voilà. Et donc aujourd'hui, ma mère est décédée en avril 2020. Et aussi ce que je voulais dire, c'est que les dernières années de sa vie, enfin plus des 10 dernières années, elle était complètement invisibilisée. Aussi de sa faute, je ne dis pas qu'elle était totalement oubliée, mais elle n'était pas dans la dynamique de l'autopromotion ni de la communication, donc elle n'était plus visible. Et donc quand elle est décédée en 2020, avec ma sœur, on s'est dit mais comment faire pour préserver et faire qu'elle ne soit pas totalement oubliée. Donc nous avons créé cette association, les amis de Sarah et Mario, pour restaurer ces films, préserver les droits, permettre leur diffusion, et pas seulement ces 3 films, ce triptyque, mais la diversité de ce qu'elle a fait, et participer à préserver cette contribution qu'elle a fait non seulement au cinéma africain, mais au cinéma en général. Et on a été surprise, c'est qu'après son décès, alors on l'explique aussi par le développement énorme du mouvement MeToo, et également Black Lives Matter, qui est arrivé en juin 2020. Et il y a eu tout d'un coup un engouement sur cette figure du cinéma africain, et nous recevons encore aujourd'hui énormément de demandes d'invitations, d'hommages dans des festivals, mais également aussi des expositions. Et il y a eu justement une exposition au Palais de Tokyo, je ne sais pas si ceux qui ont pu avoir la chance de la voir, j'ai amené ici le catalogue de cette exposition qui a été fait sous forme d'un journal. Et cette exposition donc, a eu énormément de visiteurs, parce que c'était des 3 mois dans cette grande institution. C'est à peu près 70 000 visiteurs, ce qui est énorme. Et donc, ils avaient créé une salle de cinéma, donc beaucoup de gens ont pu découvrir son travail. Et du coup, cette exposition s'est déplacée à Lisbonne, et elle sera en février dans un grand centre d'art contemporain aux États-Unis. Donc, nous partons dans l'Ohio, à Columbus, pour faire découvrir son travail. Voilà. Et donc,
avec ma sœur. Donc on s'interroge maintenant de que faire de toutes ces archives, où les placer. Peut-être qu'on en parlera après. Voilà, merci. Merci beaucoup, Anouchka. Ça a ouvert beaucoup de pistes qu'on va explorer au fur et à mesure dans le cours de notre discussion. Je voudrais d'abord revenir sur un premier point qui t'a touché à travers la biographie de ta mère, notamment ce lien à l'époque de ses études avec justement l'Union soviétique, pour nous permettre de passer à Gabriel et à ses travaux justement qui permettent d'ouvrir un peu notre regard sur ce phénomène et sur ces expériences qui ne sont pas moindres. En fait, il y a plusieurs exemples. C'est une page, disons, de l'histoire du cinéma africain qui est parfois peu connue ou peu considérée. Et tu as conduit plusieurs recherches, notamment dans les archives des écoles de cinéma en Russie, pour permettre de rendre plus visible cette histoire, de connaître l'expérience de ces jeunes Africains qui ont étudié aussi. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, et notamment l'impact de cette expérience aussi sur leur travail de cinéaste, et notamment en lien avec les questions de la représentation de justice? Oui, merci beaucoup. Effectivement, déjà comment j'en suis venue peut-être à travailler sur cette question-là qui était assez invisibilisée aussi, comme on parlait beaucoup dans les livres sur l'histoire des cinémas africains, c'est-à-dire que souvent on disait ah oui telle personne, entre autres Sarah Maldoror et Sembène Ousmane, voire Abderrahmane Sissako aussi, avait été formé en Union soviétique, et ça passait comme ça, c'était une ligne dans un livre. Moi je me disais mais quand même c'est pas anodin, ça reste quand même une trajectoire de vie qui est pas habituelle. Et en fait c'est un collègue burkinabé qui m'a montrer à quel point ça pouvait être intéressant de travailler sur ces questions-là, mais en me parlant de ces personnalités connues quand même du cinéma. Donc j'ai voulu aller voir dans les archives à Moscou ce qu'il en était. Puis là je me suis rendu compte que ce n'était pas juste 3-4 personnes, que c'était une centaine d'étudiants africains qui avaient été formés à Moscou à partir de la fin des années 50, et que ces trajectoires biographiques racontaient une histoire des circulations, de savoir-faire, de techniques cinématographiques, puis d'imaginaire aussi. Qu'est-ce qu'on apporte de chez soi en termes d'imaginaire, en termes de visuel aussi, de la manière dont on pense faire des films, et puis qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qui se passe dans ces écoles de cinéma où ils vont venir. Donc voilà, donc ça c'était des questions qui m'ont apparu assez pertinentes, sachant, pour rattacher un peu à la thématique de ce festival, les luttes, il faut bien se dire que la première forme pour lutter, quand on veut lutter, c'est déjà de pouvoir s'exprimer. Donc pouvoir s'exprimer, effectivement, on pouvait s'exprimer en Afrique pour la jeunesse, alors par le théâtre, par la littérature, pour ceux en tout cas qui sont venus dans les métropoles coloniales, on va dire. Et puis il faut bien s'imaginer qu'après la Seconde Guerre mondiale, le cinéma est un loisir extrêmement populaire, surtout dans les villes. Parmi la jeunesse, mais qui a un loisir, ou en tout cas si on veut passer derrière la caméra, qui n'est pas accessible. Parce qu'on a pu dire, un vrai artiste, il n'a pas besoin de passer par une école de cinéma, voilà, et puis aujourd'hui on fait des films avec un téléphone. Dans les années 50, c'était pas simple d'avoir une caméra, et d'autant plus avec les règles qui fonctionnaient dans l'Empire français, en tout cas, même après la Seconde Guerre mondiale, on ne pouvait pas, il fallait des autorisations, que ce soit dit indigènes, entre guillemets, ou même venant de la métropole, il fallait une autorisation, montrer ce qu'on allait filmer. Il y a le cas de René Vautier qui vient en France avec Afrique 50, et le film est finalement interdit parce qu'il ne filme pas ce qu'il avait prévu de filmer, ce qui était indiqué, qui avait été montré aux autorités. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'exprimer par la caméra. Ils sont fascinés aussi par les westerns, par les films qu'ils voient, les films italiens, français. Ils ont envie aussi de faire leurs films. Donc le seul moyen pour faire des films, c'est de partir, de quitter son pays, d'avoir une bourse. Alors que ce soit en France, les premiers viennent étudier à l'IDEC. Alors le premier diplômé, c'est Paulin Soumanou Vieira du Dahomey, qui vient du Bénin. Mais avant lui, il y en a d'autres en fait qui sont venus, qui n'ont pas été diplômés, on les oublie. Mais pourtant, c'est aussi intéressant de voir pourquoi ils ne sont pas allés au bout de leur diplôme, mais ils ont été actifs aussi dans des débats sur comment faire du cinéma. Et donc il y a la France, mais il y a aussi effectivement
tous les pays du bloc soviétique, ou socialiste, même si j'aime pas tellement ce mot de bloc, parce qu'en fait il y a une diversité très importante dans les pays d'Europe socialiste à l'époque, qui vont proposer des bourses dans le cadre effectivement à la fois de la compétition idéologique avec les États-Unis dans tous les domaines, la médecine, pour être ingénieur, mais également pour être cinéaste. Beaucoup de pays d'Afrique, mais c'est vrai aussi pour l'Asie, l'Amérique latine, vont participer à une coopération universitaire avec les pays d'Europe socialiste, et des bourses vont être distribuées. Et c'est comme ça que les premiers à venir étudier le cinéma, alors pas dans le cadre d'une formation longue, c'est des Guinéens, donc on revient sur la Guinée, qui viennent faire un stage de 2-3 mois au studio de films documentaires de Moscou. Il s'appelle Hope Sow et Touré Khalil, qui viennent, l'un pour apprendre à être ingénieur du son, l'autre plutôt pour être caméraman. Et ils vont faire un film qui s'appelle Cet hiver-là à Moscou, qui raconte la vie des étudiants à Moscou. Film, hélas, que je n'ai pas encore retrouvé. Qui est déjà une première trace aussi de cet héritage cinématographique. Et qui reviennent après à Conakry, vont travailler pour la première institution du cinéma guinéenne. Et hélas, Opso va être assassiné en 1970 en invasion des Portugais. Mais voilà, donc il y a déjà des premiers qui viennent se former, et puis progressivement, des bourses vont être données à des Guinéens, à des Maliens, à des Soudanais, à des Marocains, à des Algériens. Alors bien sûr, et ce jusqu'en 91, avec des temporalités différentes en fonction des relations entre pays, des relations diplomatiques, sachant que ces accords de coopération, ils sont soit entre les États socialistes et les États des pays d'Afrique, soit avec des organisations politiques interdites dans les pays d'Afrique. Je prends un exemple, l'exemple de Souleymane El Nour, qui est un cinéaste soudanais que vous avez peut-être vu dans le très beau film de Souhaïb Esmail à Paris, Talking About Trees, qui a été primé à Berlin. Souleymane El Nour, qui était communiste, qui est au Soudan, le parti communiste est interdit, il fuit au Caire, et c'est à partir du Caire qu'il obtient une bourse pour venir en Union soviétique. Je vous donne cet exemple pour montrer les trajectoires de ces personnalités sont toutes différentes. Certains étaient plus ou moins militants politiques, beaucoup voulaient juste faire du cinéma et prenaient la bourse du pays qu'on leur proposait pour pouvoir être formés. Et tous, une fois dans leur pays, alors moi je travaille plutôt sur l'Union soviétique, mais si en fait aujourd'hui je ne vais plus en Russie, depuis la guerre avec l'Ukraine, mais en Pologne, à la FAMU à Prague également, à Belgrade également, des étudiants africains ont été formés. Ils arrivaient, ils étudiaient la langue d'abord pendant 6 mois à 1 an, et puis ensuite ils avaient une formation qui durait assez longtemps, 6 ans. 6 ans d'études à apprendre à la fois la théorie du cinéma, la pratique du cinéma, la littérature, la musique. C'était une formation extrêmement complète. Et donc, une fois revenus dans leur pays, parce que c'était ça, les accords aussi demandaient à ce que ces personnes reviennent, puisque l'idée c'était que le pays avait besoin d'experts, de techniciens pour développer le cinéma dans leur pays. Alors peut-être juste, je prends l'exemple de la Guinée, donc, qui en fait, il faut s'imaginer que dans les fins des années 50, début des années 60, la Guinée était vraiment à la pointe pour développer le cinéma en Afrique. Costa Diagne, qui est venu faire son lycée à Paris, parce que ses trajectoires aussi, elles sont multiples, elles sont complexes. Il était au lycée Voltaire à Paris, là où s'est ouvert la première prépa pour l'IDEC, qui côtoyait la Cinémathèque, toutes les salles de cinéma à Paris dans les années 50, donc qui se construisait aussi sa culture cinématographique dans ces années 50. Costa Diagne vient à Moscou en 1960, avec Imi Silla également. Ils sont 4-5 dans les années 60 à être formés au VGIC, donc à Moscou. Costa Diagne, il est primé au premier festival d'art nègre de Dakar en 1966, avec son film Les Hommes de la danse. Et puis,
Il y a également Sekou Marbari, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui lui a été formé à Belgrade au même moment. Également Diakité, j'ai un trou sur les prénoms, Moussa Keboko Diakité, qui lui a été formé en Allemagne de l'Ouest, mais qui après fait des coproductions avec l'Allemagne de l'Est. Certains sont formés aux États-Unis. Donc on voit il y a vraiment des trajectoires, pour cartographier ces formations cinématographiques. Ils reviennent en Guinée, puis hélas, il y a la répression de Sékou Touré en 70. La plupart sont tous arrêtés. Kostadyan passe 8 ans en prison et ils sortent très diminués. Et en fait, le cinéma guinéen, qui devait être un cinéma qui devait porter un nouveau cinéma, de créer un cinéma africain, et fortement, je peux dire, anéanti à ce moment-là. Voilà, donc si je peux dire, c'est juste un mot, et pour rebondir sur ce que Anouchka vient de dire, ces lieux aussi de formation sont des lieux de sociabilité extrêmement importants. Elle rencontre Selben Ousmane à Moscou. Ils travaillent ensemble avec Marc Donskoy, où ils sont assistants sur un de ses films. C'est des lieux qui sont très loin et dans cette métropole et des pays d'Afrique, sont des lieux extrêmement importants pour structurer des réseaux d'amitié, des réseaux professionnels et donc des réseaux de lutte par la suite. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette idée en tête. Voilà. Merci beaucoup. Et avant de poser une question à Tierno, parce qu'il y a clairement un enchaînement qui se dessine, je voulais souligner que ces liens-là ne sont pas terminés avec la fin de l'Union soviétique, parce que je peux montrer l'exemple de recherche, une anecdote de recherche qui me concerne. J'ai fait des recherches en Éthiopie sur le nouveau cinéma éthiopien. Il faut savoir déjà que beaucoup de cinéastes éthiopiens et techniciens de cinéma et de l'image éthiopien se sont formés à Moscou, donc ils font partie de ces traces que Gabriel a trouvées. Nous, on s'est rencontrés d'ailleurs peut-être sur ce point-là. Moi, je les ai rencontrés en Éthiopie sans connaître pas du tout cette connexion. Et puis, elle m'a dit qu'elle avait trouvé leurs photos dans ses archives en Russie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle génération, les jeunes de 20, 30 ans éthiopiens qui font du cinéma, aujourd'hui se retrouvent dans le centre culturel russe pour tout un tas de raisons. Donc cet héritage de cet engagement aussi de soutien soviétique à la production d'un cinéma autonome, ou en tout cas un espace d'expression, dans certains contextes est resté. Et c'est au-delà des politiques contingentes que la Russie peut avoir en Afrique ou autre, c'est plutôt un lien qui s'est créé dans l'histoire et qui fait qu'aujourd'hui, l'espace où cette jeunesse se trouve protégée en fait pour produire le cinéma, c'est bien le centre de culture russe. Oui. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit sur l'Éthiopie. Effectivement, celui qui est considéré comme le père du cinéma éthiopien, Michel Papadakis, le frère de Nico Papadakis, qui est connu en France, son fils lui-même, Michel Papadakis, ne savait rien de son expérience en URSS, rien. Donc il y a aussi cette question de la non-transmission de cette histoire qui est à fouiller. Très intéressant. Bon, tu nous as donné plein de pistes pour continuer la discussion et pour passer à Tierno, notamment, je retiendrai 3 points. D'abord, cette idée de lutte pour s'exprimer qu'on trouve de manière très forte dans ton film, en quelque sorte. C'est difficile de parler de films que la plupart d'entre vous n'ont pas encore vu, mais je voudrais souligner au moins 3 points qui revient dans ce film. C'est à la fois l'intersection entre ta propre lutte pour pouvoir faire ton cinéma. Tu fais tout le film à pieds nus et tu le soulignes en fait à un moment dans le film pour dire la difficulté de tourner aujourd'hui dans un contexte qui t'a formé mais qu'après t'a laissé en quelque sorte sans aucun soutien. Le contexte actuel, disons, des politiques culturelles, on pourrait dire, de la Guinée d'aujourd'hui. Mais aussi cette quête qui est au centre de ton film de te reconnecter avec l'histoire amputée en quelque sorte de ce cinéma, l'histoire que Gabriel nous racontait, l'histoire d'un pays qui était à l'avant-garde à plein d'égards de cet effort de formation, de création d'un espace d'expression autonome, indépendant et surtout alternatif à plein d'égards par rapport aux représentations qui existaient sur l'Afrique et qui n'a pas seulement été mutilée, mais
il a un peu disparu à la fois de la mémoire des gens et de la mémoire matérielle. Donc c'est une quête des traces, d'archives et notamment d'un film. Je ne vais pas raconter tout le film de ce soir, mais en fait, ça nous amène aussi à la question qui nous amène ensuite, on viendra plus tard à déparler avec Anushka sur les archives. Donc les traces, on sait qu'elles existent, mais on ne sait plus trop où elles sont. Peut-être sont perdues. Donc voilà. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu l'interception de ces 3 différents plans, aussi dans ton parcours, dans ta lutte pour pouvoir développer ton cinéma. Merci. Déjà, à la base, parler de cinéma en Guinée, ce qu'elle a raconté, sur ce qu'elle a été. Le premier film d'Afrique francophone noire tourné en 1953 à Paris par un étudiant de 23 ans qui n'a pas fait une école de cinéma, qui avait juste envie de faire un film joué par des Noirs, filmé par des Noirs. Donc une idée de la représentation. Et la Guinée arrive avec ça au début des années 60, il y a quelque chose qui se fait. À partir de 80, tout commence à disparaître. Et nous, à partir des années 2000, l'État a une idée de créer une école d'art où il y a le cinéma, il y a toutes les autres formes d'art. Naturellement, moi, je m'oriente dans cette école. J'aurais pu faire lettres modernes ou autre chose. Donc, je me retrouve à étudier le cinéma. Mais la première des choses, c'est que les parents, ils étaient très, très inquiets en disant comment tu vas gagner ta vie et le cinéma, c'est une perte de temps. Ça va rien servir d'étudier le cinéma, tu vas y avoir même plus de salle de cinéma. Donc tu vas dans cette école, moi j'ai appris toutes les histoires du cinéma du monde. Malheureusement pour moi, je connaissais mieux Lumière que Diane Costales. Donc on me parlait de Vertov, de Lumière et de Méliès, tous ces gens du cinéma mondial, mais pas une seule ligne du cinéma guinéen. C'est-à-dire qu'on ne te dit pas quand personne a commencé à faire les films, qui ont été des pionniers et tout ça. Et pourtant, j'avais Sekoumar Bari, qui a étudié en Russie, qui a été un des pionniers du cinéma pendant 5 ans d'études de cinéma. C'est lui qui nous parlait de toutes ces histoires de cinéma. Et il ne parlait pas de lui. Donc, moi, j'arrive à Niamey pour faire un master 1 en cinéma dans le cadre de Africa Doc. Et là, histoire du cinéma, on dit le premier film d'Afrique francophone noire, c'est lequel je suis le premier à lever la main en disant c'est Afrique sur scène de Paulin Simon Vieira. Il dit non, c'est pas ça. Eh bien, il n'y a pas un autre film si c'est pas Afrique sur scène. Il dit si. Le premier film d'Afrique francophone noire est guinéen. C'est Mouramani de Mamadou Touré. J'ai dit mais ça n'existe pas. Moi, je viens de la Guinée, je n'ai jamais entendu parler de ça. Il dit bien sûr, il faut fouiller. Donc là, moi, je commence à m'intéresser à cette histoire, mais tu n'as pas de réponse parce que tu as les Français qui disent qu'ils racontent l'islamisation du peuple maninka. Tu as les Anglais qui disent qu'ils racontent la relation entre un chien et son maître. Et voilà, tu ne sais même pas où aller parce que tu n'as même pas une image. Et au bout d'une année, 2 ans, je rencontre Jean Cousin Tréguéry et Dragos qui étaient en train de travailler sur cette histoire du cinéma guinéen, poser des bases. Donc on commence à travailler après, je ne sais pas, c'était un truc de bizarre pour moi. Je ne voulais pas raconter l'histoire du cinéma guinéen en mettant des dates, en mettant des noms. Mais je voulais quand même raconter cette histoire de cinéma que je porte, moi qui allais dans une école de cinéma pendant 5 ans où je n'ai pas touché une caméra et que j'ai envie de faire des films. C'est quoi cette folie? C'est quoi ce délire de vouloir faire des films dans un pays où tu n'as pas de salle, où tu n'as pas de moyens? Donc du coup, j'ai pu complètement le projet, si vous voulez, à Jeanne et à Dragos. Je le centre sur cette histoire de perdre son temps et à la recherche d'un film perdu. Donc ça commence comme ça et je me dis en attendant de trouver Mouramani, je vais faire mon propre Mouramani. Et après ça me ramène à moi, tu fais des films aujourd'hui, mais que vont devenir tes films dans 10 ans, 20 ans, 35 ans? D'autant plus Mouramani a disparu, mais toute une histoire du cinéma guinéen où tu as plus d'une centaine de films d'actualité, de films de fiction, de documentaires qui ont été tournés dans les années 60, qui ont été enterrés. D'où même le titre Au cimetière de la pellicule. Donc peut-être les parents, ils ont raison, ça ne sert à rien ton histoire de cinéma.
Mais il fallait quand même me rassurer, moi, face aux parents, face à la société, que le cinéma, il peut servir à quelque chose. C'est d'autant plus un espace de jeu, mais un espace politique. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à porter ce projet de cimetière de la paix décrite, qui parle non seulement d'archives matérielles, mais qui parle aussi d'archives immatérielles, parce que généralement, quand on parle de ce continent ou de ce pays, on a envie de partir, si vous voulez, de la négritude. Donc nos livres commencent à partir de là où le noir a compris qu'il est noir, donc il a une sorte de dignité, de liberté. Mais sauf que quand on parle de ces sociétés, vous avez tout un tas de contes, de légendes et de mythes qui étaient quand même la base de l'éducation dans ces pays. Qu'à partir de l'arrivée de l'occidental, les premiers qui sont allés à l'école, c'était les Grecs qui sont partis pour apprendre à faire la traduction. Donc tout ce qui est culturel de ces sociétés, de ces pays, sont mis d'à côté. Ils ont commencé à raconter le noir, mais pas commencé à déjà mettre sur un livre les contes, les légendes et les mythes de ces pays. C'est-à-dire avoir un pont entre le passé et l'arrivée du blanc. Donc moi, je me retrouve dans cette histoire et petit à petit, je comprends, c'est encore énorme parce qu'il n'y a pas que cette histoire de la Guinée. Il y a aussi l'histoire de ce continent. Et généralement, quand on parle du cinéma, on parle, avant d'abord on disait le cinéma africain, maintenant on a évolué en termes de langage, on parle des cinémas d'Afrique. Et quand on parle des cinémas d'Afrique, on cite des ovnis. On parle bien de Sembène Ousmane à côté au Sénégal, Djibril Diop Mambéty. Et donc par pays, il y a un ou deux réalisateurs qui émergent. Et jusqu'à présent, on est dans ça. Et on pense un beau jour, il va y avoir une industrie qu'on va appeler une industrie des cinémas d'Afrique. À moins que je me trompe, il n'y en aura pas parce que l'Afrique, c'est un continent, ce n'est pas un pays. Et la Guinée et le Sénégal ne sont pas au même niveau. Je parlais tout de suite, quand vous regardez les financements de films, tu retrouves plus de projets sénégalais, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que nous n'avons pas le même parcours, donc ils sont plus en avance par rapport à la Guinée qui a pris beaucoup de retard. Donc forcément, ils reçoivent plus d'argent pour faire plus de films, mais au même moment, ça ne se fait pas en Guinée, ça ne se fait pas peut-être en Guinée-Bissau. Après, c'est facile pour tout le monde de remettre ces pays dans une case qu'on va appeler l'Afrique. Et on va parler des industries cinématographiques africaines, alors qu'il faut déjà parler des bases, que ce soit les pays. Parce que quand on est fort dans les pays, c'est facile qu'on soit plus fort au niveau régional, au niveau continental. Mais quand on n'est pas fort, quand la Guinée ne fabrique rien, on demande à la Guinée de s'associer à d'autres pays, elle ne gagne rien. Donc il y a tout ça qui ressort dans ce film. Et déjà, c'est de partir de moi, cette option d'aller faire du cinéma dans un pays où il n'y a pas de moyens pour faire des films, où il n'y a pas de salle pour projeter des films. Donc c'est une sorte d'utopie que peut avoir un jeune, comme tout autre jeune dans le monde, de se représenter aussi, parce que c'est important. Quand on dit un peuple qui n'a pas de miroir, qui ne se mire pas, il est appelé à disparaître. Donc on se retrouve face à des situations comme ça, surtout ce qui est de la représentation, qui est déjà actif. C'est plus facile pour nous de retrouver les films de Sembène à Paris, à Dakar. C'est plus facile pour nous d'entendre parler du cinéma guinéen à Bordeaux qu'en Guinée. Donc c'est une partie de notre histoire qui se perd dans le monde, et nous on a envie d'aller vers le monde, mais dans notre bagage, on n'a rien de la Guinée. Je vais bien parler de la Guinée, mais comment parler de la Guinée si tout ce qui est bagage cinématographique, c'est les Méliès, c'est les Lumières, c'est les Vertov. Donc, on ne sait pas comment dérouler ces pas, on ne sait pas comment aller vers l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, là aussi, j'enchaîne en prenant une des phrases que tu as dit. Tu as parlé de cinéma comme espace politique, et avant, quelqu'un avait parlé, je pense à Nushka, de cinéma comme nécessité. Et j'aimerais interroger Pierno de ce point de vue, parce qu'on est passé jusque-là beaucoup sur des aspects de biographie, d'histoire, de nous dire un petit peu aussi avec dans le regard de critique et d'historien comparatiste,
quelles sont les luttes qui ressortent aujourd'hui dans la cinématographie africaine, qui sont au cœur de cette cinématographie. On a mentionné les luttes des femmes notamment, mais voilà, je dirais que tu nous amènes un petit peu avec une perspective. Non, et désolé d'avoir utilisé ce terme pour tout le cinéma africain pour l'alternative. Merci Alessandro, bonjour à tous. C'est vrai que les témoins qui sont présents sont très importants parce qu'ils donnent plusieurs palettes des parcours des cinémas africains. Moi, j'ai toujours dit à mes étudiants qu'il faut toujours mettre le pluriel, les cinémas africains, que ce soit à l'université de Bordeaux-Montaigne jusqu'en janvier dernier ou à l'université de Niamey. Pour moi, c'était important déjà sur le terme de la formalisation. Après, pour faire le lien, ce travail de Sarah Maldoror est important parce qu'elle va être inspirante. Inspirante, pas seulement parce qu'elle ouvre une voie, mais aussi parce qu'elle a fabriqué une œuvre qui va servir à quelqu'un comme Ozan Palsi. Je me rappelle, la dernière fois, j'ai vu Sarah, elle disait Ozan Palsi lui demande des droits parce que dans son film sur Aimé Césaire, elle a utilisé les images faites par Sarah Maldoror. Or, le MoMA, le musée d'art contemporain américain, disait oui, il nous faut une preuve que vous avez bien les droits d'utiliser l'image de quelqu'un d'autre et donc c'était en 2010 à Dakar où elle était invitée d'honneur avec Sarah et Ozan Palsi. Et c'est dire cette transmission, mais aussi on réduirait ces luttes des peuples africains que par une lutte des Africains, que ce soit du continent ou de la diaspora ou expatriés. Moi, j'ai envie de citer Eva Loff, c'est une jeune réalisatrice allemande qui a fait Mahmoud Reis, c'est le voyage de Mahmoud. C'est un acteur tanzanien de l'ancien empire allemand. On oublie que les Allemands ont colonisé en Afrique. Et elle retrouvait ce que Sarah disait en tant qu'actrice. Les Noirs, dans les films allemands aussi, c'était c'était le portier, c'était celui qui était dans les ascenseurs. Et il cherchait sa trace. Il est mort dans les camps de concentration en 1944. Et voilà. Mais il est venu en Allemagne. Il a été un des premiers déportés dans les camps. Et elle voulait, par son film documentaire, Eva, lui reconstituer une identité et en faire un acteur principal, alors que le cinéma de son pays, le cinéma allemand, en faisait un acteur secondaire. Donc aussi, ça veut dire que cette nouvelle génération, et pas seulement les Africains, sont aussi conscients de l'importance du cinéma comme moyen d'expression. Et on est dans toujours ce slogan de Lénine, le cinéma est le plus important de tous les arts. C'est ce qui explique aussi cette importance du cinéma. Pourquoi les années 50? Gabriel en a parlé, Anouchka, Suleiman et aussi Alessandro dans ton introduction. Pourquoi? Parce qu'à un moment aussi, la France, l'IDEC, a pu essayer d'utiliser le cinéma comme un moyen de propagande, notamment dans le cas des Algériens, en leur offrant des bourses, en disant comme ça, vous allez offrir une représentation d'une Algérie française. L'ironie de l'histoire, c'est qu'ils ont été formés, puis après, ils ont passé la frontière, ils sont allés en Tunisie et ils ont fait un défi pour défendre l'indépendance de l'Algérie. Donc, c'est aussi comme quoi l'outil cinéma peut se retourner contre. Et dans un autre cas, sur le terrain africain, le cinéma aussi dans ces pays ont été comme un moyen de conscientisation. En Guinée, par exemple, c'était une manière d'éduquer la population. C'est pour ça que tous ceux qui sont revenus ont été dans des films aussi, quelque part, de propagande du régime, et ceux qui n'étaient pas d'accord, hélas, se retrouvaient en prison. Au Sénégal, il y a un autre contexte, c'est-à-dire qu'il y a un contexte de lutte très franc entre le procédé Senghor qui impose une vision néocoloniale et que les artistes africains, sénégalais,
majoritairement récusent et s'opposent à lui. Et ces cinéastes s'insèrent dans un contexte beaucoup plus large qui est celui du Front culturel sénégalais, qui va perdurer jusqu'au départ de Senghor. Et ça, il y a des talifs, des poètes en Wolof, qui se passent sur le manteau. On est avec l'association présidée par Virginie MC2A, il y a un projet de travail sur cette mémoire-là entre Bordeaux et Dakar, migration culturelle Aquitaine-Afrique, avec quelqu'un comme Mansour Kébé qui va utiliser, qui va réunir le socle qui va permettre à Saint-Benoît de faire camp de Tiaroy. Pour dire qu'il y a une sorte de cycle qui ne s'arrête pas. C'est pas, ils ont été formés, puis ils sont revenus. Certains sont entrés dans une voie d'impasse, mais d'autres se sont recyclés et continuent encore à travailler cette mémoire. Après, c'est vrai, Tierno l'a dit, il y a une sorte d'inégalité, mais aussi structurelle, parce que la Guinée, à un moment, le cinéma a échappé aussi à la propagande de Sékou Touré, quand ils se sont rendus compte que beaucoup il est percevé comme des opposants, comme Senghor, le procédé Senghor avec Saint-Ben Ousmane. Il faut savoir que Saint-Ben Ousmane est beaucoup cité, mais tous ces films ont été systématiquement censurés par celui qu'on appelle de manière un peu trop simpliste le président poète. C'était un président politicien qui a utilisé la poésie comme un moyen de gouvernance et pas au service de la libération. Et ce cinéma donc vient en contradiction avec ce discours très lisse, en apportant de la complexité, en apportant de la profondeur et surtout en donnant une nouvelle identité. Je donne toujours l'exemple d'un film de John Ford, Mogambo, avec Clark Gable et Ava Gardner. Clark Gable, la première rencontre entre les deux personnages, elle est en train de se boucher, elle est donc nue et il y a un jeu de séduction qui commence à s'installer, sauf que derrière, il y a 3 femmes africaines, kenyanes, camerounaises, qui sont au fond et qu'on ne voit pas. Et sur en termes de cadrage, les 2 personnages américains obstruent le cadre. Et donc, les Africains, les Noirs, sont en arrière-plan et très bas. Donc, tout le combat de ces cinéastes, c'est de ramener ces Africains au premier plan et de leur donner une complexité, pas seulement une positivité, elles sont magnifiques, etc. Elles peuvent être séduisantes ou pas, mais elles ont le droit de venir au premier plan. Donc, c'est passer de l'arrière-plan au premier plan. Et ces républiques dites socialistes, effectivement, c'est un peu englobant, comme Gabriel a souligné, ont essayé de former, ont permis de former cette nouvelle génération de cinéastes avec des parcours extrêmement divers. Par exemple, quand Sarah va pour les fusils pour Manta, il rencontre aussi Flora Gomez et Sana de Nada qui étaient à Bordeaux il y a 1 mois au Festival du film international de Bordeaux. Et Sana a été, lui, il était formé, ils étaient 3, ils étaient 4, pardon, lui, il a traversé l'Atlantique, ils étaient à Cuba. D'autres comme Ababakar Sam Maharam, qui faisait partie de la troupe de théâtre avec Sarah, avec Medmondo, lui a fait le chemin inverse, il était à Paris, il est allé à Rome, en Italie, pour se former au cinéma. Et avec la nouvelle fer de lance du cinéma italien qu'on va retrouver jusque dans les années 70, Antonello Branca, cette nouvelle génération. Donc, c'était un mouvement international. Si bien que quand on isole un peu trop les Africains en disant d'une certaine manière, de manière minoritaire par leur production, ils s'inséraient. Djibril Diop-Mambéty faisait ses post-productions en Italie et il était avec Bertolucci
Antonioni, ils étaient tous ensemble, ils étaient connectés vraiment. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, Rainer Fassbinder, ils étaient ensemble vraiment, ils n'étaient pas isolés, parce qu'ils se rencontraient dans les mêmes festivals, et ils étaient formés, ils avaient été formés dans les mêmes écoles. Et ils utilisaient un même média qui était le cinéma. Après, pour nous, en tant qu'historiens, en tant que journalistes, le travail d'accès aux sources est toujours compliqué. Par exemple, et aussi, il nous appartient aussi une difficulté de faire partager nos recherches à ceux qui ne sont pas du milieu universitaire ou journalistique. Par exemple, quand j'ai vu passer les premières ébauches du film de Tcherno, j'ai tiqué parce que quand Mouramani, j'en ai parlé avec Serben Ousmane en 2004, et il préparait un livre qui s'appelle Notre cinquantenaire. Je dis, comment ça, cinquantenaire? Oui, notre premier film, c'est Afrique sur scène, 1955. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a eu d'autres films, il y a eu Mouramani. Ah oui, en plus, je me rappelle l'avoir vu à Paris. Je l'avais oublié. Je dis, il y a la leçon de cinéma d'Albert Mongita, 1950. Donc, un peu avant, au Congo. Ah, et même avant, en 1947, il y avait un doute sur la date. Thierry Sinda, un grand journaliste de cinéma, disait 1937 ou 1947. Moi, j'ai fait le chemin retour en disant quel était le personnage principal de son film, de Ravereno, c'est un cinéaste malgache. C'était la première martyre chrétienne malgache. Donc j'ai fait la recherche sur cette première martyre. Il s'avère qu'elle a été assassinée en 1847 et son film c'est un prêtre malgache qui faisait ce film. Donc c'est pour les centenaires de sa mort. Donc si elle est morte en 1947, donc le film en 1847, donc ce film ne pouvait être fait qu'en 1947. Donc c'est aussi une logique d'analyse historiographique par lesquelles on arrive à fixer des dates, même si on n'a pas accès aux sources. Donc ça veut dire que ces cinémas africains sont encore plus jeunes et encore plus cette année, en 2023, le cinéma tunisien fait ses 100 ans. Donc ça veut dire que le premier film tunisien a été fait, c'est Zora de Samama Chibli, qui a été fait en 1923. Donc nos cinémas sont encore plus vieux, et même si je recule encore plus la date, quand je vais actuellement, il y a un mouvement aussi de recherche très important en Égypte. L'Égypte, après avoir corseté par la dictature, les différentes dictatures, commence à sauver au reste du continent et à se dire que, contrairement à ce que dit une déclaration raciste du président tunisien, les Tunisiens sont des Africains et les Égyptiens commencent à réaliser qu'eux aussi sont Africains. Et donc ça nous ouvre à nous un point de recherche, et ils traduisent aussi de l'arabe vers l'anglais, vers le français, les résultats de leur recherche, et ça fait que ça enrichit et on retrouve de nouvelles dates, de nouvelles sources, de nouveaux films qui nous font reculer encore plus. Donc avant même que la naissance de Serben Ousmane, si bien que quand la cinémathèque espagnole de Madrid me demande de faire un texte sur Serben en disant le père du cinéma africain, je commence à le corriger en disant non, les cinémas africains existaient avant même la naissance de Serben Ousmane. Donc, et voilà, et puis les premiers films ont été projetés en Égypte, à Alexandrie et ensuite au Caire, moins de 2 ans après la naissance du cinéma, boulevard de Capucine à Paris. Donc ça veut dire que les Africains ont très tôt saisi et compris et eu accès à ces cinémas. Donc voilà, pour nous, ce travail-là est un travail vraiment plus multinational. La composition de cette table le fait. Et pour terminer, en répondant aussi à ta question, Alessandro, on regrette aussi l'absence de notre participante, Cathy Lenandia, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, et qui est aussi cette continuité de ce travail pour son film, c'est un film de cinéma d'archives, une histoire du français CFA,
où elle utilise des archives et elle crée aussi des archives, comment le franc CFA a été créé, comment avoir accès à ces archives pour elle sénégalaise, même si le cas du Sénégal est particulier par rapport à la Guinée, parce qu'il y a un fonds national de promotion du cinéma et de financement du cinéma qui est de l'ordre qui était de 1,5 million d'euros, 1 milliard CFA, et qui est maintenant a été porté à 2 milliards, 3 millions d'euros, sachant que, je ne sais pas, là sur le pont avec la chanteuse Vanessa Paradis, merci Anouchka, coûtait 25 millions d'euros. C'est juste pour dire l'échelle d'où on part. Mais ces 3 millions d'euros sont extrêmement importants dans l'écologie et l'économie de nos cinémas, parce qu'avec 100 000 euros, on peut faire, difficilement, mais on peut faire un film. Et ça permet aussi surtout d'aller chercher des films. Seulement, ce qui se passe, c'est que le fait que les Sénégalais aient cette habitude à venir présenter des projets devant leur propre commission, les aguerrit pour venir dans d'autres commissions. Hier, avec Alassane Diago, on a parlé du CNC, où je suis commissaire, ou donc avec le Canada pour TV5 Monde. On voit arriver des projets et on sait vraiment parce que c'est bien écrit ou pas, parce que les gens sont aguerris. Et c'est ce qui manque à la plupart des industries des autres pays. Après, il y a un pays comme la Tunisie, encore une fois, pionnière, comme l'Égypte, qui aussi donne et accueille les porteurs de projets et les aide à ce qu'on appelle c'est là où d'ailleurs on s'est rencontrés, Tierno et moi, à pousser des projets pour apprendre à les défendre de manière plus importante devant des publics. Vraiment, conclusion, pour dire aussi que ces cinémas sont difficiles aujourd'hui et on est à un moment historique, Anouchka l'a dit, avec la numérisation ouvre de nouveaux pans pour le cinéma, les images, mais aussi pour les archives. On peut scanner, trouver des photos, mettre en ligne, que ce soit à la Harvard Film Archive, les archives du film de l'université de Harvard, l'université de l'Indiana à Bloomington, qui sont en train de racheter nos mémoires et de préserver surtout et de les mettre à disposition de beaucoup de choses. Et quand je parlais de terminer, c'est aujourd'hui, depuis quasiment 1 an, Katile Ndiaye a terminé son film et pourtant ce film a du mal à passer parce que l'histoire du franc CFA, c'est une monnaie coloniale, encore coloniale, qui perdure et qui plombe nos industries, notre économie. Et un film comme ça est aussitôt catalogué comme un film de lutte, un peu comme Sarah l'a été, alors que c'est une vision comme peut l'avoir Jean-Pierre Baudard ou autres cinéastes, pour dire c'est la voix des Africains dans le concert du monde. Merci. Merci beaucoup Tierno. J'avais envisagé un deuxième tour, mais on a pris 1 heure pour repasser au premier, donc en sachant qu'on a des limites, 15 minutes. Alors, on va de toute manière dépasser. Mais donc, je vais prendre une première tournée de questions. Je vais peut-être en prendre 2 questions. Voilà. Mohamed. Oui. Moi, ce n'est pas tellement une question, c'est plutôt une remarque. Merci pour les interventions. La remarque avec la masterclass sur les luttes. Mais aujourd'hui, les luttes sur le continent où on est, on va étirer l'eau, la lutte elle est financière. Déjà les films dont je cite Tierno, c'est qu'aujourd'hui, les 3/4 des films, nous à notre compte, qu'on reçoit et ceux qu'on essaye d'aider, c'est que aujourd'hui, les films n'appartiennent pas aux producteurs africains. Donc, comme disait un célèbre cinéaste, suivez l'argent, voyez où, si des films génèrent de l'argent, ce qui est difficile, où va l'argent. Donc, si aujourd'hui il y a une vraie lutte, aujourd'hui, dans le cinéma, parce qu'on a beaucoup parlé d'espèces francophones, mais il y a des autres espèces aussi sur le continent, c'est que la lutte aujourd'hui, elle est réellement financière. Qui bénéficie concrètement et financièrement de ces films? Donc, ça veut dire qu'on est encore dans un schéma où nous, par exemple, un fonds qui reçoit 1000 projets par an,
ce qu'on finance, on demande à ce que le producteur africain soit majoritaire. Et dès qu'il y a ce critère d'éligibilité, ben, tout de suite, il y a un entonnoir terrible parce qu'on se retrouve de 1000 projets à 50. Presque. Donc ça veut dire qu'on est encore très très loin des problèmes qu'a soulevé Sarah. J'ai commencé ma carrière grâce à Sarah, etc. les aînés. C'est-à-dire qu'on est encore là, le cœur de l'industrie cinématographique mondiale, il est financier. Donc on n'a pas encore la main sur ça. Donc ça veut dire que pour moi, et c'est important de le souligner ici même, la lutte elle est réellement financière. C'est-à-dire qu'on doit avoir des producteurs, des productrices comme Pascal ici, etc., qui puissent être producteurs, productrices délégués de leurs films. Mais à ce moment-là, on aura vraiment fait un pas. Merci beaucoup, Mohamed. Oui, c'était justement l'intention de la table ronde de toucher à cette question de, on pourrait dire, d'économie politique de la production, c'est-à-dire qu'au fond, la question reste qui contrôle les moyens de production et de circulation. Et malheureusement, on est toujours dans une reproduction cyclique d'un schéma qui n'a pas beaucoup changé sur les 50-60 ans. Une question, Carlos? Oui, moi, c'est pour... Vous voulez te lever parce que... Oui, c'est juste pour souligner les thématiques abordées par les cinémas d'Afrique. Parce que les films, quand on parle des luttes dans les cinémas d'Afrique, je pense que que disent les films africains sur les réalités sociales, les mouvements sociaux, quelle part du cinéma d'Afrique apporte le but des peuples dans les changements de leur production. Effectivement, il y a une diversité urbaine, sur les femmes, ça c'est dans les cinémas d'Afrique. Il y a de nombreux films où on va vraiment dénoncer l'oppression des femmes et aussi leur lutte. Il y a aussi des films qui parlent des mouvements ouvriers, des mouvements sociaux. Il y a un exemple de film Bara de le racisme. C'était vraiment l'un des tout premiers films où on voit la classe ouvrière d'Afrique en mouvement à partir de révolte parce qu'elle a été injustement exploitée et licenciée. Suleiman Cissé a mis ça en scène. Toujours le même Suleiman Cissé du Mali, il y a son film Chien en 85, qui signifie le vent, où là, cette fois-ci, il a mis en scène le mouvement de révolte des lycéens. Et contre la dictature, contre l'oppression, etc. Et au Mali, ce film est considéré vraiment comme un outil important. Il était presque prémonitoire des grands soulèvements populaires qui a eu lieu en 91 pour chercher le régime dictatorial de Moussa Traoré. Donc, vous voyez vraiment le lien entre le cinéma et les luttes. Évidemment, il y a eu une période où on reprochait au cinéma d'Afrique d'être le cinéma militant. On a même utilisé le terme cinéma pancarte. Comme pour dire que si on a un engagement dans le cinéma, si on condamne le cinéma comme un outil d'erreur de conscience, on ne fait plus du cinéma. Non, je suis désolé de le dire. Le cinéma, comme sur la table ici, pour l'exprimer, c'est un outil d'expression. C'est juste le souvenir. Merci beaucoup, Dragos. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce qui a été dit pour commencer de passer à d'autres questions? Je voulais juste préciser effectivement ces films d'étudiants, ça me permet, parce qu'on a parlé effectivement de désinformation, mais de quoi parlaient les films de ces étudiants, les écoles des pays de l'Est, de quoi ils parlaient, effectivement de quelle lutte, pour bien dire ce qui vient d'être dit. Et moi, mon objectif, c'est de retrouver ces films qui parlent à la fois de la vie de ces étudiants dans ces pays d'Europe de l'Est à l'époque, mais aussi de sujets très d'actualité. Si je prends le film de Costavian de 1966, son film se passe dans la première exposition d'art africain qui a lieu à Moscou en 65-66 et qui porte une réflexion sur c'est quoi l'art africain tel qu'il est exposé dans les musées d'Europe et à qui appartiennent les objets liés aux cultures africaines. Et c'est quand même un débat très actuel. Et il pose la question de ces objets qui sont derrière des vitrines
qui ne devrait pas faire être derrière une vitrine parce que c'est des objets vivants. Donc c'est très d'actualité, on est en 66, le film on regarde aujourd'hui, ça nous parle complètement et c'est le cœur du débat. De la même manière, le film d'étudiant Souleymane Cissé, qu'il a fait à Moscou en 69, parle de l'opposition entre modernité, c'est un étudiant en médecine en fait, à Moscou et qui est pris dans cette contradiction entre la modernité telle que la médecine se pratique à Moscou et les pratiques que lui a appris du Mali. De cette réflexion aussi entre la tradition et la modernité qui est extrêmement actuelle également. Il y a vraiment des films, si je prends le film d'étudiant de Souleymane El-Nour, ce cinéaste soudanais dont je vous ai parlé, son film des années 70, il y en a un, il parle du regard des soviétiques sur les Africains à Moscou. C'est un film incroyable, il va interviewer les gens dans la rue et après c'est quoi l'Afrique? C'est très intéressant. Et son autre film, c'est un film qui se passe au Yémen et qui suit une école de bédouins, une caravane de bédouins qui va former des enfants au Yémen. Et c'est des films, et c'est sur la lutte effectivement pour l'éducation, des thèmes très contemporains qu'on peut retrouver dans ces films et qui constituent un héritage des cinémas africains essentiels. Merci, ça me fait penser à un autre exemple parce que j'ai essayé de commencer une recherche sur les archives de Centro Sperimentale di Cinematografia, l'école de cinéma d'Europe, avec un peu cet objectif en partie de voir quelle était la représentation de l'Italie des années 50 et 60 pour tous les nombreux réalisateurs latino-américains, asiatiques, africains qui ont étudié là-bas. Sauf que pas moyen d'accéder même à ces archives, c'est le chaos complet. Donc, ça me ramène à une question avant de réouvrir la salle, à Anouchka, parce que tu étais interrompu sur ce point. Et je pense que beaucoup d'entre nous se demandent comment, du coup, on pourra accéder à ces archives que tu es si soigneusement en train de retrouver, d'ordonner, etc. C'est une question que tu te poses, il me semble. Quoi faire de ces archives? Comment les rendre disponibles? Comment les conserver? Et c'est une question plus large sur tous les archives de ce cinéma. J'ai d'abord commencé à organiser, donc en mettant les correspondances, tout ce qui concernait par film, donc par film réalisé, puis tous les projets de films. C'est comme ça que j'ai vu leur diversité, 46 projets. Certains, c'est juste des notes, parce que c'était juste un projet, notamment le dernier film qu'elle aurait voulu réaliser, c'était un film sur France Fanon. Donc là, j'ai juste quelques notes qu'elle a prises. Mais après, il y a des scénarios complets avec plusieurs versions du scénario. Il y en a d'autres où il y a le projet, la note d'intention, le dossier pour la production. C'est un documentaire qu'elle voulait faire sur Alioune Diop, donc le fondateur de Présence africaine, par exemple, où là, il y a les personnes qu'elle voulait interviewer, les questions qu'elle voulait leur demander, donc notamment à Paris Condé, à Yves Linka. Enfin, un truc mais incroyable. C'est prêt à filmer la musique qu'elle veut employer. Voilà, c'est là. Et voilà. Donc, il y a une vraie richesse de documents qui témoignent non seulement de son parcours de cinéaste avec la diversité, les thématiques auxquelles elle s'intéressait, mais ça part vraiment d'une époque. Et c'est ça, c'est qu'au-delà du matériel proprement cinématographique, c'est un témoignage sur les personnes qu'elle a rencontrées qui font vraiment partie du XXe siècle et les relations qu'elle a entretenues avec les uns et les autres. Donc il y a quelque chose d'une très très grande ampleur. Et quand donc la question s'est posée avec ma sœur de qu'est-ce qu'on allait faire de ça, parce qu'on a bien compris qu'on n'allait pas les garder à la maison parce que ça intéresse pas seulement les chercheurs, mais ça pourrait intéresser les cinéastes. Et puis on veut aussi que ça puisse inspirer, peut-être après on verrait sur les droits, je ne sais pas si quelqu'un tout d'un coup avait envie de mettre en production tel ou tel projet, enfin pourquoi pas. Et donc, dans la mesure où Sarah était française, nous avons été obligés, avant de faire quoi que ce soit, de tout classer dans une archiviste qui est venue à la maison et pendant plusieurs mois, elle est venue, on a classé, ordonné, suivant avec des cotes et tout, comme on doit bien le faire. Et ensuite, on a fait la demande
la proposition du contenu de ces archives au ministère de la Culture français en disant voilà les archives de Sarah Maldoror, est-ce que ça vous intéresse? On aimerait bien que ça puisse aller à la BNF parce que c'est là où ça aurait pu être placé. Et on a reçu une réponse qui est non, ça n'a aucun intérêt. Donc je suis désolée, les archives vont quitter la France. Voilà. Voilà. Pour aller où? Eh ben, on est en pourparlers pour l'instant. Ce qui est vrai, c'est que les Américains sont très intéressés par l'archive de Sarah parce que eux, ils étudient le cinéma. Pardon, ils étudient son cinéma, son film est étudié, son Bisanga est étudié dans toutes les écoles qui ont un département Black Studies et ils nous ont fait part d'un grand intérêt. Donc maintenant, on essaie de voir avec qui. Voilà. Mais parce que l'objectif, c'est non seulement de les préserver, mais nous avons mis des exigences, d'une part de développer des bourses et ensuite de tout numériser. On veut que ça puisse être accessible en ligne. C'est peut-être une suggestion d'un autre angle. Il y a des questions? Oui, une question. Juste dire que aussi, en termes de recherche, n'oublions pas que notre ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a osé nous taxer, nous tous qui travaillons sur ces sujets-là, islamo-gauchisme. Donc déjà, ça neutralise une partie de nos recherches. Et moi, en tant que chercheur, enseignant à Bordeaux pendant 24 ans ou à Niamey pendant 6 ans, je n'ai pas les mêmes moyens que mes collègues américains. Juste ça, pour dire que... juste pour dire des questions d'échelle, alors que techniquement rien ne l'empêche, mais c'est pas les mêmes logiques. Et aussi c'est le cas aussi de souligner le travail d'Anouchka et de sa sœur aussi qui est très important parce que ce sont ces ayants droit qui parfois aident ou empêchent la diffusion des œuvres, comme Stéphane Vira, le fils de Paulin Vira, qui est donc le pionnier d'Aomeya, mais qui a fait de nationalité sénégalaise, qui était le directeur des actualités sénégalaises, qui a aidé Sebé Ousmane à faire son premier film, Borom Sarel, premier film projeté, et donc aussi Alain Sambène, aussi le fils de Sambène, au début, quand Sambène est mort, et il nous a dit si vous jamais vous diffusez les films de mon père, je vous attaque. Après, il en est revenu, il collabore avec nous maintenant. Mais c'est aussi de dire et de souligner et saluer le travail d'Anouchka. Oui, mais là, on se connaît bien, on se parle souvent, Alain, Stéphane et moi, mais c'est vrai qu'à la différence d'eux, moi j'ai travaillé toute ma vie dans le cinéma, donc je sais ce que c'est le problème d'accès au film. Donc, j'ai d'abord récupéré tous les droits, essayé de restaurer les films les uns après les autres, mais tout festival, toute institution qui demande les films, je les envoie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à sous-titrer les films. Et à chaque fois que quelqu'un loue un film, les films ne sont pas gratuits, mais ça peut être après une valeur symbolique en fonction de l'institution. On paye la location du film. Du coup, avec cet argent qui est dans l'association, je paye le sous-titrage. Donc aujourd'hui, j'ai les 40 films sous-titrés en portugais. On a fait une rétrospective à Lisbonne. J'en ai une vingtaine en anglais et une quinzaine en espagnol. Et donc, après, je jongle comme ça, parce qu'après, il faut quand même payer le traducteur, l'incruster. Voilà. Donc, on a tous les films dans les 3 langues, ce qui est c'est un vrai boulot. On fait ça. Mais je voulais continuer sur ce que tu avais dit sur les archives. Sur les conditions de travail en France. Oui, les conditions de travail, mais bon, là pour l'instant, les archives sont chez moi, elles sont classées. Je reçois tous les chercheurs et ils viennent. Et ça me prend du temps parce que quand le chercheur vient, il me dit mais moi je veux travailler n'importe quoi sur la période algérienne de Sarah. Donc je prépare en amont tous les documents, je les sors, ils viennent, ils passent l'après-midi à travailler à la maison. Donc ça se fait. Et en ce moment, il y a 4 étudiants qui font un PhD sur Sarah. 4. Ils sont tous aux États-Unis.
Alors, c'est pas forcément Sarah toute seule, il y en a un, c'est Sarah et Fanon, une autre, c'est les années algériennes, une autre, c'est les pionnières, les femmes cinéastes pionnières, d'autres, c'est. Enfin, voilà, mais en tout cas, il y a cet élan, et ils viennent, je crois qu'ils sont de passage à Paris, ils passent à la maison 2 ou 3 jours, ça dépend, et les archives sont ouvertes. Donc, je ne peux pas continuer à faire ça, hein, comme ça. Alors, je sais qu'il y a plusieurs autres questions externes. On me fait signe que malheureusement, il faut qu'on coupe là. On peut prendre une dernière question? La séance 11h30. Oui. Ok. Bon, on peut prendre peut-être la dernière question? Oui, la dernière année. Non. Mais une question. Ok. Vous avez une question? Monsieur a une question? Une question, une observation, c'est par rapport à les Dragos, par rapport aux thématiques que peuvent aller certains réalisateurs, surtout dans le documentaire. C'est aussi le problème des censures dans certains pays où des thématiques ne sont pas abordables. Moi, j'ai participé à des films en tant que producteur ou technicien où on s'est retrouvé pourchassé par l'armée qui voulait nous saisir des cassettes. On en parlait hier soir avec Alassane par rapport à la Mauritanie. Où on a eu des cas aussi au Niger, des films sur Areza, sur l'uranium, ou au Cameroun, des films sur les maquisards de l'UNICEF. Il y a une grosse censure, donc c'est difficile à certains réalisateurs d'aborder des thématiques. Donc ça aussi, voilà, il faut trouver des subterfuges, des faux scénarios, comme je disais, ça arrivait des fois à tourner. C'est un gros problème dans cet engagement de lutte. Jusqu'où peut appeler de la lutte sans risque. On a un réalisateur mauritanien qui avait abordé ce problème de 1989, Ousmane Dagana, qui est interdit dans son pays aujourd'hui. Et c'est avec lui qu'on s'était concerté lorsqu'on était allé à INA, justement, on en parlait hier soir avec Alassane, et c'était complètement interdit. On a mis une caméra, donc ça, c'est un gros problème pour l'engagement des cinéastes. Merci. Bon, on est obligé de s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. On remercie d'abord tous les intervenants. Merci à vous. Et